Bonjour, ici on va étudier une fonction définie par intégrale pour les deuxième année sur maths. Elle est très intéressante comme fonction. Donc, il y a les suites, Vous voyez qu'il y a les suites récurrentes, un plus 1 égale à f de n. Il y a les suites adjacentes. Il y a question sur la convergence, sur la monotonie, une suite qui n'est ni croissante ni décroissante. Bon, commençons par la première question. Donc la fonction f de x est définie par f de x égale l'intégrale de x à 1, l'exponentielle moins 1 moins t carré dt. La première question déterminée df. Donc l'intégrale d'une fonction, quand est-ce qu'une intégrale existe? Donc cette intégrale existe, l'intégrale de a à b de f existe lorsque f est continu sur ab. L'intégrale de a à b de g existe lorsque l'intégrale de a à b existe. Lorsque g est continu. La fonction g ici, c'est l'exponentielle moins 1 moins t carré qui est continue sur R, puisque c'est la composée de la fonction exponentielle et de la fonction moins 1 moins t carré qui est un polynôme. Donc la fonction g est continue sur R, donc son intégrale sur tout intervalle AB existe. Donc l'intégrale de a à b de g de t dt, toujours il appartient à R. Alors l'intégrale, pour tout x appartenant à R, l'intégrale de x à 1 de g de t dt existe. Donc puisque g est continu, alors quel que soit x appartenant à R, l'intégrale de x à 1 ou à 2, c'est la même chose, l'exponentielle moins 1 moins de l'intégrale, je vais écrire g tout simplement, de g de t dt, toujours il appartient à R. Donc, c'est-à-dire que f de x, quel que soit x appartenant à R, f de x, il appartient toujours à R. D'où d de f, c'est R tout entier. Bien. Plus que ça, si on a, je vais voir la question, déterminer df, la question, calculer f', la deuxième question. On va calculer f'. Deuxième question, calcul de f'. Donc on a f de x égale l'intégrale de x à 1 de g de t dt. G c'est l'exponentielle moins 1 moins t carré. Donc, pourquoi f est dérivable? Donc, lorsque g est continu, alors, quel que soit x appartenant à domaine de g, là où g est continu, la fonction, l'intégrale de a à x, de g de t dt, est une fonction continue, dérivable, et sa dérivée, c'est g de x. Donc cette fonction qui est à l'intérieur, c'est une fonction, c'est la fonction primitive de g. C'est la fonction g de x, qui est égale à l'intégrale de a à g, de a à x, de g de t dt. C'est la fonction primitive de g qui s'annule en a. Lorsque je change a, je change de fonction primitive, parce qu'il y en a plein de fonctions primitives. Ils se diffèrent par une constante. Donc, lorsque g est continu, quel que soit x appartenant au domaine de petit g, la fonction kx au faut correspondre l'intégrale de a à x, g de t dt, est une fonction dérivable. G est dérivable, donc f de x égale l'intégrale moins l'intégrale de 1 à x de g de t dt. F est dérivable, l'intégrale de 1 à x g de t dt, sa dérivée c'est g de x, donc f' de x égale 1 moins g de x. Donc f' de x est égal
l'exponentielle moins plutôt, moins l'exponentielle moins 1 moins x au carré. Donc on voit bien que f' est négative, donc f est strictement décroissante. Donc f est strictement décroissante. On va voir la question suivante. Montrer que quel que soit x, f' de x est inférieur à moins 1 sur e. À 1 sur e plutôt. La valeur absolue de f' de x est inférieure à 1 sur e. Donc la troisième question. La troisième question. Montrant que f' de x, on a f' de x égale à moins, en valeur absolue, égale à la valeur absolue de l'exponentielle moins 1 moins x au carré. Oui, je n'ai pas écrit le moins parce que la valeur absolue de moins x, c'est la valeur absolue de x. Puisque ça, l'exponentielle moins 1 plutôt moins 1 moins x au carré est toujours inférieur ou égal à moins 1, quel que soit x appartenant à r. Donc, l'exponentielle moins 1 moins x carré est inférieur à l'exponentielle moins 1, qui est égal à 1 sur e. Donc, f' de x est inférieur à 1 sur e, quel que soit x appartenant à r. La question 3a, c'est ça. On déduit que quel que soit xy, f de x moins f de y est inférieur à 1 sur e facteur de x moins y. Voilà. Donc, on a f de x moins f de y. On doit démontrer que f de x moins f de y est inférieur toujours à 1 sur e facteur de x moins y. Donc, c'est la question. Ça, c'est la question petit a, la question petit b. Donc, je prends soit x et y appartenant à R, dans R, montrant que f de x moins f de y est inférieur à 1 sur e facteur de x moins y. Donc on a sur l'intervalle xy ou l'intervalle yx, f est continu. Continu, dérivable, même dérivable, on a démontré déjà, dérivable sur l'intervalle xy ou l'intervalle yx, ça dépend si x est inférieur à y ou y est inférieur à x. Donc, lorsqu'on a f continu sur le fermé, dérivable sur le ouvert, on a il est continu dérivable sur tout le fermé. Alors, d'après le théorème des accroissements finis, alors, d'après le TAF, le théorème des accroissements finis, il existe un C. Il existe C appartenant à dans xy, ou x ou yx, tel que f de x moins f de y égale x moins y fois f' de c. Donc, la valeur absolue de f de x moins f de y est inférieure à égal à f' de c fois x, la valeur absolue x moins y. Mais d'après la question précédente, on a f' de x pour tout x est inférieur à 1 sur e. Donc, d'après la question précédente, f de x moins f de y est inférieur ou égal, puisque f' de c est inférieur à 1 sur e, est inférieur à 1 sur e, facteur de x moins y.
D'où le résultat. Maintenant, passons à la question suivante. Que dit la question suivante? Quatrième question. Petit a montré que, quel que soit t, l'exponentielle moins 1 moins t carré est inférieur à moins t. Donc, quatrième question. Petit a montrant que l'exponentielle, que quel que soit t appartenant à R, l'exponentielle moins 1 moins t carré est inférieur à l'exponentielle moins t. Alors là, on sait que la fonction exponentielle est une fonction croissante. Donc, si l'exponentielle a est inférieur à l'exponentielle b équivalent, on sait que l'exponentielle a inférieur à l'exponentielle b est équivalent à a inférieur ou égal à b. Donc là, il suffit de montrer, donc, au lieu de démontrer l'exponentielle moins 1 moins t carré est inférieur à l'exponentielle moins t, il suffit de montrer que moins 1 moins t carré est inférieur à moins t. Donc, montrons que, quel que soit t appartenant à R, moins 1 moins t carré inférieur à moins t. Ce qui équivaut à dire que, montrant que t carré plus 1, plutôt t carré moins t plus 1 est supérieur à 0, quel que soit t. Donc résolvons ça. On va montrer que cette inéquation, l'ensemble de solutions de cette inéquation, c'est R. C'est-à-dire qu'on va montrer que quel que soit t appartenant à R, t vérifie cette inéquation. C'est-à-dire t carré moins t plus 1 supérieur à 0. Donc on a démontré ça. Bon. Comment démontrer qu'un polynôme, un trinôme, est strictement positif? Un trinôme est strictement positif lorsqu'il a son A strictement positif. Alors ce trinôme, il a le signe de A, c'est delta est négatif. Delta quoi est égal? Égal à moins 1 au carré, c'est 1, moins 4ac. Moins 4, c'est moins 3. Donc t carré moins t plus 1, il a le signe de A. Donc quel que soit t appartenant à R, t carré t supérieur strictement à 0. D'où, quel que soit t appartenant à R, t carré plus 1 est supérieur à t, c'est-à-dire moins 1 moins t carré, si je multiplie par moins 1 est inférieur à moins t, quel que soit t appartenant à R. D'où, quel que soit t appartenant à R, l'exponentielle, puisque l'exponentielle croissante, moins 1 moins t carré est inférieur à l'exponentielle moins t. D'où le résultat. Donc, voyons maintenant petit b. 4 petit b. Que dit 4 petit b? Déduire que f' de 0 est inférieur à 1. Déduire que f de 0 est inférieur à 1. On va déduire que f de 0 est inférieur à 1. On a donc petit b, déduisant, on va montrer que f de 0 est inférieur à 1. Montrons que f de 0 est inférieur à 1. On a f de 0, c'est l'intégrale de 0 à 1 de l'exponentielle moins 1 moins t carré dt. C'est ça. Puisque 0a est inférieur à b, et on a, quel que soit t appartenant à R, plutôt dans 0,1 en particulier, d'après la question précédente, on a quel que soit t appartenant à R, donc quel que soit t appartenant à 0,1, l'exponentielle moins 1 moins t carré est inférieur strictement à l'exponentielle moins t. Et puisque 0 est inférieur à 1, les bornes 0 est inférieur à 1, donc lorsque a est inférieur à b, et f est inférieur à g, alors l'intégrale de a à b de f est inférieure à l'intégrale de a à b de g. Alors, l'intégrale de 0 à 1, l'exponentielle moins 1 moins t carré est inférieure à l'intégrale de 0 à 1 de l'exponentielle moins t dt. Bien, mais cette intégrale
est facile à calculer, puisqu'on connaît, on connaît la fonction primitive de l'exponentielle moins t. La fonction primitive de l'exponentielle moins t, on a moins l'exponentielle moins t prime, c'est l'exponentielle moins t. Car la dérivée de l'exponentielle u de x, en général, c'est u' de x fois l'exponentielle de u de x. Donc, là, c'est f de t. Donc, on a f de t, plutôt f de 0. Ça, c'est f de 0. Il est inférieur à l'intégrale de 0 à 1 de l'exponentielle moins t dt, qui est égal à l'exponentielle moins t pris entre 0 et 1. Donc, f de 0 est inférieur ou égal. Je remplace par t par 1, c'est moins e moins 1. Moins, moins, c'est plus. Je remplace par 0, l'exponentielle 0, c'est 1. Donc, f de 0 est inférieur à 1 moins 1 sur e. Et 1 moins 1 sur e, puisque 1 sur e est positif, 1 moins 1 sur e est inférieur évidemment à 1. D'où le résultat. Passons à la question, là c'est 4b. Donc on va passer à la question 4c. Montrant que l'image de l'intervalle 0,1 est incluse dans l'intervalle, strictement l'intervalle 0,1. Donc C, montrant que f de l'intervalle 0,1, elle est incluse dans l'intervalle 0, 1 ouvert. F est continu sur R, donc sur 0,1, et F strictement croissante sur 0,1, donc F de 0,1, elle est égale, puisqu'il est strictement croissante, égale à F de 1, F de 0. F de 1, c'est quoi est égal à F de 1? F de x, c'est l'intégrale de x à 1, g de t, dt. Donc, f de x, donc f de 1, c'est l'intégrale de 1 à 1 de g de t dt. L'intégrale de a à a de g, c'est 0. Bien. F de 0, on a démontré, et on a f de 0 est inférieur à 1 d'après la question précédente. Donc, f de 0 est inférieur à 1. Donc, f de 0, plutôt f de 0, plutôt f de 1, f de 0, il est inclus dans 0. Là, c'est f de 0. Il est égal plutôt à 0, f de 0, qui est inclus dans 0, 1. Puisque f de 0 est inférieur strictement à 1. D'où le résultat. Maintenant, on passe directement à la question suivante. On considère la suite montrant qu'il existe un index C tel que f de C égale à C. C'est la cinquième question. La cinquième question. Montrant qu'il existe un index C appartenant à 0, 1 tel que f de C égale à C. Donc on a, si je prends la fonction h de x, h de x égale f de x moins x. On va, la fonction h est évidemment une fonction continue. On va l'appliquer sur l'intervalle 0,1. Il est continu sur R, donc en particulier, il est continu sur l'intervalle 0,1 fermé. H est continu.
h de 1, c'est f de 1 moins 1, c'est moins 1, puisque f de 1, c'est 0. h de 0, c'est f de 0, qui est inférieur, qui est positif, strictement positif. f de 0, c'est l'intégrale 0 à 1, qui est strictement positif, puisque la fonction f n'est pas nulle. Donc, d'après, puisque h de 0, c'est négatif, positif, h de 1, c'est négatif, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, donc d'après le théorème, le TVI, il existe C appartenant à 0, 1, tel que f de C égale 0. Plutôt h de C égale 0. H, c'est h de 1 qui est négatif, h de 0 qui est positif. Donc h de C égale 0. H, donc l'unicité, maintenant on va chercher l'unicité, il suffit de déterminer la monotonie de H. H est dérivable, H' de C égale à f de C égale à H' de x égale à f' de x moins la dérivée de x, c'est moins 1. Puisque f' de x, on a f' de x, quel que soit x est inférieur à 1 sur e, donc il est inférieur à 1. Ça veut dire que f' de x est inférieur strictement à 1. Supérieur égal à moins 1. Supérieur strictement à moins 1. Donc 1 moins f' de x moins 1 est négatif. Donc h' de x est strictement négatif. Donc h est strictement décroissante. Donc C est unique. C'est unique. Pour les sciences maths, on peut dire que la fonction h, plutôt la fonction f définie de 0, 1 dans 0f de 1, puisque plutôt 0 f de 0, puisque f de 0 est inférieur à 0. Donc, quel que soit c inférieur à f de 0, puisque c déjà est supérieur à 0, donc f de c, donc quel que soit, on va l'appliquer à la fonction h. H est une bijection, puisqu'elle est décroissante. H de 1, c'est h de 1. H de 1, c'est négatif. H de 0, c'est positif. Donc, 0 est compris entre deux images. Et puisque donc 0 appartient à l'ensemble image h de 0, 1, h de 0, 1, donc 0 appartient à l'ensemble image, donc 0 admet un antécédent. Puisque h est strictement décroissant, donc h est bijective. Donc, un unique antécédent. Donc, C est unique. Maintenant, je passe à la question suivante. La question suivante, la cinquième, la grande 2. Grande 2, on considère la suite UN égale à, définie par grande 2. Donc, on a E0, c'est 0. Et UN plus 1, plutôt, et UN plus 1 égale à f de UN. Donc, est égal à l'intégrale de UN à 1 de G de T dt. Donc, on a la question, la première question, montrant que, quel que soit n appartenant à n, UN est compris entre 1 et 0. Bien. Donc, par récurrence, on a U0, il appartient bien à 0, 1. On suppose, hypothèse de récurrence, on suppose que UN appartient à 0, 1 et montrant que UN plus 1, il appartient aussi à l'intervalle 0, 1. Donc, comment on va faire? On a UN plus 1 est égal à f de UN.
un plus 1 égale à f du un, égale l'intégrale du n à 1, f de t, plutôt g de t dt. Donc un plus 1 égale à ça. un est compris entre 0 et 1. Donc un étant compris entre 0 et 1. Donc l'intégrale de entre 0 et 1, donc l'intégrale de un à 1 de f de g de t dt est inférieure à l'intégrale de 0 à 1 de g de t dt, qui est égal à f de 0. Donc, ceci c'est un plus 1 qui est inférieur ou égal à f de 0. f de 0 qui est inférieur strictement à 1, d'après une question précédente. On a f de 0, c'est déjà démontré inférieur à 1. Donc, un plus 1, déjà, un plus 1, c'est l'intégrale puisque un est inférieur à 1, donc ceci est positif, puisque a inférieur à b, et g est positif. D'où on a un plus 1 supérieur à 0, inférieur à f0, qui est inférieur à 1. Donc, quel que soit n appartenant à n, un est compris entre 1 et 0. Elle est inférieure strictement même à 1. D'après la récurrence. Je passe à la question 2. Plutôt petit b, montrant que quel que soit n, un moins c est inférieur ou égal à 1 sur e à la puissance n. Donc cette question. Donc on va montrer que un moins c est inférieur à 1 sur e à la puissance n. Donc vous voyez bien là une question, là f de x moins f de y est inférieur à 1 sur e fois x moins y. Là on dit parfois que la fonction est 1 sur e contractante. Donc on va utiliser cette propriété et on va utiliser que f de c égale à c pour démontrer que par récurrence que un moins c est inférieur à 1 sur e à la puissance n. Donc là la question 1 petit b. Petit b. Donc en commençant par E0, E0 moins c, E0 c'est 0, c'est c qui est inférieur à 1 sur e à la puissance 0. Il est inférieur strictement à 1. C'est vrai, puisque à la puissance 0 c'est 1, donc c'est inférieur strictement à 1. On a déjà démontré, c'est un réel qui appartient strictement à l'intervalle ouvert 0, 1. Donc, on suppose par récurrence, on suppose quoi? On suppose que un moins c est inférieur à 1 sur e à la puissance n pour un certain n. Et on va montrer que un plus 1 moins c est inférieur ou égal à 1 sur e à la puissance n plus 1. Donc commençons par ce terme. On a un plus 1 moins c qui est égal aussi un plus 1 c'est f de un. Et c, c'est f de c. On a f de c, c, c'est la solution, l'unique solution de l'équation f de x égale à x. D'après la question précédente, on a f de x moins f de y est inférieur à 1 sur e, qui est inférieur à 1 sur e, d'après grand 1, facteur de x moins y. Là, c'est un moins c. Et puisque un moins c, d'après l'hypothèse de récurrence, un moins c est inférieur à 1 sur e à la puissance n. Donc un plus 1 moins c est inférieur à 1 sur e fois 1 sur e à la puissance n. 1 sur e fois 1 sur e à la puissance n, qui est égal à 1 sur e à la puissance n plus 1. D'où le résultat. Donc, quel que soit n appartenant à n, un moins c est toujours inférieur à 1 sur e à la puissance n. Alors là, la question suivante montrait
je crois que c'est la question, la troisième question, peu importe. Puisque cette suite 1 sur E à la puissance n tend vers 0, parce que E supérieur à 2, égal à 2,7 presque, donc A, lorsque A est supérieur à 1 strictement, A à la puissance n tend vers l'infini. Donc 1 sur A à la puissance n tend vers 0. Donc limite de 1 sur E à la puissance n égale 0, car E supérieur à 1. Donc, et puisque celui-là supérieur à 0, donc limite du un moins c égale 0, donc limite du un égale à c. Un, si on vous demande de montrer que d'abord qu'elle est convergente, vous allez dire que cette suite qui est constante est convergente tend vers 0, celle-ci est convergente tend vers 0, donc la suite encadrée est convergente et ça tend vers 0. La suite encadrée, c'est un moins c. C'est la valeur absolue un moins c. La valeur absolue un moins c, c'est une suite qui est encadrée entre deux suites qui tendent vers la même limite. Donc, la suite un moins c tend vers 0. Donc, limite du un égale à c. Maintenant, la question montrer que un n'est ni croissante ni décroissante. Alors, il suffit, pour qu'il soit décroissante ou décroissante, on ne va pas trouver U0 inférieur à U1 inférieur à U2, ou on ne va pas trouver U0 supérieur à U1 supérieur à U2. Si on n'a pas ça, alors elle n'est pas croissante. Et si on n'a pas ça, plutôt là U0, si on n'a pas ça, alors elle n'est pas décroissante. Donc une suite croissante, elle vérifie au moins ceci. Une suite décroissante, elle vérifie au moins ceci. Alors là, on va vérifier les deux cas. U0, c'est quoi? C'est 0. U1, c'est l'intervalle. L'intégrale 0 à 1, fg de t dt. Donc U1 est comment? C'est f de 0, qui est supérieur ou égal à 0. Donc U0 est inférieur à U1. Bien. Donc normalement, la suite, s'il est monotone, elle est nécessairement là, elle est nécessairement croissante. Et puisque U2 égale l'intégrale de U1 à 1 de g de t dt, qui est inférieur puisque U1 supérieur à E0 inférieur à 1, donc l'intégrale de E0 qui est 0 à 1 de g de t dt, puisque g est positif aussi, elle est inférieure à l'intégrale, elle est supérieure à l'intégrale, de U1 à 1 de g de t dt. En fait, pourquoi ça? Lorsque A, l'intégrale de A à B de g de t dt, si C est compris entre A et B, elle est toujours supérieure à l'intégrale de C à B de g de t dt, quel que soit C pris entre A et B. Donc, parce que l'intervalle CB est court par rapport à l'intervalle AB. Donc, on a par rapport à l'intervalle AB. Donc, l'intégrale de AB de g de t dt est supérieure à l'intégrale de C à B, qui est supérieure aussi à l'intégrale de A à C de g de t dt. Donc, on a U0 est inférieur à U1 et U1, c'est ça U1, il est supérieur, là c'est U1, là c'est U2, l'intégrale de U1 en U2, et U2, elle est inférieure à U1. Donc U2 inférieur à U1, donc U2, donc on n'a pas ça. Donc on a U0 inférieur à U1 et U2 et U1 supérieur à U2. Donc si UN est croissante, alors on a U0 inférieur à U1, mais on a aussi U1 inférieur à U2 s'il est croissante.
Donc, elle n'est pas croissante puisque là, I1 n'est pas inférieur à I2. Elle n'est pas non plus décroissante. Si elle est décroissante, on aurait I0 qui est inférieur, I0 qui serait supérieur à I1. Donc, IN n'est ni croissante, ni croissante, ni décroissante. La dernière question, on pose Vn, c'est U de 2n, et Wn, c'est U de 2n plus 1. Les deux suites, on a Vn plus 1, c'est U de 2n plus 2, égale à F de U de 2n plus 1, égale à F rond F, que je note F carré. F carré, c'est la composée de F avec F, de U de 2n. Donc, Vn plus 1 égale à F carré, c'est-à-dire F rond F de Vn. De la même façon, on trouve Wn plus 1 égale à F au carré de Wn. Remarquons bien que F carré, F est décroissante, donc F carré est strictement croissante. Là, strictement décroissante, là, strictement croissante. C'est facile à démontrer parce que F carré, F rond F, la dérivée de F rond F, c'est quoi? C'est F' fois F' de rond F appliqué à F. F' fois F' est négatif puisque F est décroissante, F' est négatif, F' de X est négatif. Là, c'est F' de X, là, F' de F de X. F' de F de X est négatif. Donc, s'il est positif, donc elle est croissante. Ou bien on peut l'avoir avec la définition de la monotonie. Si A est inférieur à B, F de A est supérieur à F de B, puisqu'elle est croissante. Je recompose avec F, puisque F de A est supérieur à F de B. Donc, F de A est inférieur à F de B, donc ça devient croissante. Donc, de toute façon, F est croissante. Puisque F est croissante, lorsqu'on a, si j'appelle Vn plus 1, je vais la noter, c'est la fonction h de Vn. De Vn plus 1, c'est h de Wn. H est croissante, donc on compare V0 avec V1. Si V0, je trouve V0 inférieur à V1, on va montrer par récurrence que Vn est croissante. Donc, c'est facile à vérifier que V0 est inférieur à V1. Donc, on suppose que Vn est inférieur à Vn plus 1. Et montrant que Vn plus 1, on suppose la hypothèse récurrence, montrant que Vn plus 1 est inférieur à Vn plus 2. Donc, puisque Vn est inférieur à Vn plus 1, donc on a f de Vn est inférieur à f de Vn plus 1. Je recompose par f, puisque f est toujours là, attention là, supérieur, puisque f au carré. F au carré, c'est ça. Mais f carré de Vn, c'est Vn plus 1, qui est inférieur f carré de Vn plus 1, donc c'est Vn plus 2. Donc on a Vn plus 1 inférieur Vn plus 1, donc Vn est croissante. Wn, on vérifie facilement, je ne vais pas le vérifier, donc je vous laisse le soin de le faire. On va vérifier que W0 est supérieur à W1. Donc on démontre, on suppose que, et pour toute récurrence, que Wn est supérieur à Wn plus 1. Et on montre, comme pour Vn, que Wn plus 1 est supérieur est supérieur à 2Wn, c'est ça, à Wn plus 2. Donc on va montrer en fait que Wn est une suite décroissante. C'est facile. Donc il suffit de recomposer par f carré. On compose par f carré, puisque là on a ça, hypothèse de récurrence. Donc f carré de ça, qui est égal à ça, est supérieur à f carré de ça, qui est égal à ça.
D'où le résultat. Donc Wn est décroissante. Maintenant, Wn est décroissante, Vn est croissante. Il suffit de montrer que leur différence tend vers 0. Wn moins Vn est égal. Wn moins Vn est égal. Wn moins Vn, je vais démontrer que Wn moins Vn tend vers 0. Wn, c'est Wn moins C Wn moins C, donc je vais plus C moins Vn. La valeur absolue de A, donc là je vais mettre la valeur absolue. La valeur absolue de A, pardon, je vais refaire ça parce que c'est très important. La valeur absolue de Wn moins Vn, je peux l'écrire comme Wn moins C plus C moins Vn. La valeur absolue de A plus B est inférieure ou égale à la valeur absolue de Wn moins C plus C moins Vn. Donc l'objectif, ce que je fais là, c'est l'objectif de montrer que Wn moins Vn, ça tend vers 0. Pour dire que Vn et Wn sont adjacentes, parce que l'une qui est Vn est croissante, l'autre est décroissante, je vais montrer qu'elles tendent vers la même limite. Donc comme ça, elles seront adjacentes. Donc on a Wn, c'est U de n plus 1, moins C, plus C, Vn, c'est U de n moins C. Ceci, d'après la question précédente, on a démontré que Un moins C est inférieur à 1 sur 2 à la puissance n. Un moins C est inférieur, donc là, 1 sur E à la puissance 2n plus 1. Celui-là est inférieur à ceci. Celui-là est inférieur à 1 sur E à la puissance 2n. C'est déjà démontré dans la première question, dans la deuxième question plutôt. Donc, ceci est inférieur à Un moins C est inférieur à 1 sur E à la puissance n. Un moins C est inférieur à 1 sur la puissance n, donc E2n plus 1 égale à ceci. Ceci, ça tend vers 0, puisque E est supérieur à 1. Ceci, ça tend vers 0, donc Vn moins Wn, ça tend vers 0. Donc Vn et Wn ont la même limite. Donc elles sont adjacentes. Merci.